Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Zita. Bonsoir aussi, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Sledge. Dans l'actualité de ce dimanche soir, lancement ce dimanche sous la très haute autorité du chef de l'État à Brazzaville de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Senior Dames de handball Challenge. Edith Lucie Bongo Nzimba, 10 équipes sont en lice pour décrocher le trophée Edith Lucie Bongo Nzimba. Et puis, le métier de barreur ou capitaine de bateau se féminise au Congo. Ce soir, nous vous proposons le portrait d'une barreuse, Léonie Oko, première femme capitaine de bateau de l'ex-ATC. Dame, Voilà donc pour le sommaire, le président de la République a procédé cet après-midi au lancement de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames. une compétition qui regroupe les 10 meilleures équipes nationales de handball du continent. C'était au complexe sportif La Concorde de Kintélé. Le match d'ouverture qui a opposé le Congo au Maroc s'est soldé par la victoire du Congo 36-23. Jean-Christophe Osango, reportage. C'est dans une ambiance de grand jour que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a donné le la officiel de la 23e édition de la Coupe africaine de handball Challenge dite Lucie Bongo Ondimba, deuxième édition. Je déclare ouverte la 23e édition de la Coupe africaine de handball Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba. L'annonce était précédée par un grand spectacle riche en couleurs qui porte le cachet de la FELBO, fortement impliquée dans l'organisation de la compétition. La FELBO qui met en musique les valeurs de solidarité, de persévérance et d'amour du prochain, cher à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Le président de la Fédération congolaise de handball, Jean-Claude Ibovi, a rendu hommage au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a une fois de plus donné la preuve d'un grand dirigeant au service de la solidarité africaine, en rehaussant de sa présence l'éclat de la cérémonie qui rassemble la jeunesse africaine. Hommage aussi à Edith Lucie Bongo Ondimba, cette grande dame que le Congo et l'Afrique ont perdue et dont la vision restera toujours traduite dans les faits. Le président de la Confédération africaine de handball, M. Ayremou Massourou, salue l'engagement toujours renouvelé du chef de l'État congolais à l'épanouissement de l'Afrique et de sa jeunesse. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngolondele, salue la qualité du travail abattu par l'équipe d'organisation et a souhaité plein succès à la compétition. Et ce soir, bonne nouvelle, les Diables Rouges du Congo ont battu au Palais des Sports de la Concorde de Kintélé les Lions de l'Atlas du Maroc. Score final 36-23, soit 13 buts d'écart. Une performance qui augure des jours meilleurs pour les Diables Rouges dans cette CAN. Ici, 39 ans après, la CAN Dame retrouve son berceau Brazzaville. Le challenge Edith Lucie Bongo Ondimba, qui poursuit son bonhomme de chemin après un passage à Luanda en 2016, vient de poser ses valises à Brazzaville. Mais bien avant de laisser les athlètes s'exprimer, Jean-Claude Ibovi et Hugues Ngolondele ont rendu hommage à Edith Lucie Bongo. A incarné la dignité, le courage, la droiture, l'humilité et l'amour du prochain. Malgré le temps qui passe, son image est restée inoubliable. La deuxième édition du Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba suscite en nous des sentiments singuliers mêlés de beaucoup d'émotions et de gratitude. Sentiments que les mots ne suffiront pas à traduire. Ce challenge est le symbole d'une Afrique unie et solidaire autour du handball, a indiqué le président de la CAB. L'événement que nous vivons ce jour porte en lui un symbole fort, car il rassemble non seulement tout un peuple, mais aussi tout un continent. Je voudrais particulièrement saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention particulière accordée à cette compétition et son action personnelle
en faveur de la promotion et le développement du handball en Afrique. Pour son entrée en lice dans cette CAN, les Diables Rouges en jaune ont battu le Maroc. Des Marocaines qui disputent pour la toute première fois une compétition hors de leur terre natale. Notons Zita, cette 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames de handball a démarré ce matin au gymnase Nicole Oba de Talangaï. Et pour cette première journée, le Sénégal a battu le Cameroun 23-18. Et l'Algérie, quant à elle, a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire 27-25. Et puis l'Angola a disposé de la Guinée 39-17. Le récit de toutes ces rencontres dans ce reportage de Alexis de la Rivière. Ce sont les Lions du Sénégal et les Lions du Cameroun qui ont eu l'insigne honneur d'ouvrir cette 23e édition du championnat d'Afrique des Nations Seniors Dames de handball. Les deux équipes habituées aux chaudes empoignades ont multiplié les scores de parité dès l'entame de cette partie décisive. D'abord, un but partout, ensuite 2-2, puis 3-3, avant que le Sénégal ne puisse prendre son envol 11-8 à la fin des 30 premières minutes. Du retour des vestiaires, les protégés du coach Fred Bougéan ont conservé leur avantage pour l'emporter finalement sur la marque de 23-18. Pour le Sénégal, c'est un bon début de la compétition. On démarre la compétition avec deux adversaires de grande qualité. Donc, on a l'ambition, avant d'avoir les 2 jours de repos, on a l'ambition de faire 2 très gros matchs. Voilà, on va essayer de prendre la tête de la poule. Et on s'est préparé en conséquence depuis le mois de mars, avec beaucoup de sérieux. Signalons qu'à l'issue des 60 minutes de cette partie, la gardienne Sako du Sénégal a été sacrée meilleure joueuse du match. Du côté du Cameroun, on espère mieux faire lors de la 2e sortie face à l'Algérie. Je pense qu'on va faire les petits réglages pour la suite. C'est la compétition, on va continuer de jouer match par match, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre nos objectifs. En 2e rencontre, les Algériennes ont battu la Côte d'Ivoire 27-25, alors qu'en première période, le score était de 14-12, toujours en faveur des Fennecs. Il n'y a pas d'objectif, on va jouer les matchs match par match et on verra à la fin dans quelle position on sera. On a pris un coup de massue, mais on va se relever, ça c'est clair. On ne va pas rester couché à genoux. Les Angolaises ont quant à elles étrié la Guinée sur la marque de 40-17. Lançant ainsi un signal fort à tous leurs adversaires du groupe B. C'était donc un reportage de Alexis Boukatoula du service sport. Bonsoir Koché. Bonsoir Rossile. On peut dire mission accomplie pour les Diables Rouges? Naturellement, mission accomplie. Vous savez que quand vous accueillez une compétition de cette envergure chez vous, avec la présence du chef de l'État qui vient quand même dire quelques mots à ces joueuses, c'est quand même beaucoup de pression à la fin. Et les Diables Rouges qui arrivent déjà. À la mi-temps, le score était de 15 buts à 11, 4 buts d'écart. Et après 60 minutes, le score est de 36 à 23, donc plus de 10 buts d'écart, donc 13 buts. C'est déjà une performance à saluer. Et pour dire que le sélectionneur a revu tout ce qui n'a pas marché en première période. Et pendant la 2e partie, je crois bien qu'il a procédé au réglage. Et vous avez vu que cette équipe des Diables Rouges est partie sur les rails jusqu'à mettre dos au mur son adversaire de cet après-midi, Rossi. Voilà, Koché, quelle est donc la suite de ce groupe B? Donc le programme de demain, je l'ai dit déjà au départ, que tous les matchs se jouaient au gymnase Nicole Oba. Donc demain dans l'après-midi, le Congo va jouer contre la Guinée, tandis que le Maroc va affronter la RDC. Et je tiens à préciser que le Maroc fait sa première sortie hors de ses terres, parce que toutes les fois que le Maroc a participé à une phase finale de CAN, c'était chez elle. Donc aujourd'hui, cette nation est sortie, donc c'était une première. On va parler d'une autre CAN en football, cette fois-ci la CAN Cameroun 2019 qui n'aura plus lieu dans ce pays. Qu'en est-il exactement? Justement, le Cameroun a été pénalisé à cause de l'avancement des travaux. Le cahier de charge ne suivait pas. Vous savez que la CAF a des inspections qu'ils font sur le terrain et les inspecteurs se sont rendus sur le terrain. Ils ont remarqué que le Cameroun était largement en retard par rapport au délai prescrit. Et donc, le comité d'organisation a pris la décision de retirer cette CAN au Cameroun. Et l'incidence, c'est quoi aussi? L'incidence, c'est que le Cameroun qui jouait
pour la bonne forme, parce que étant le pays organisateur, devrait maintenant jouer comme toutes les équipes, compétir. Mais on a demandé au président Biya si le Cameroun pouvait abriter notre CAN à condition qu'il accepte. Voilà à la fin, on a eu l'idée sur le pays qui va abriter beaucoup de pays sont pressentis. Vous avez le Maroc qui dispose d'installations sportives et une capacité hôtelière assez intéressante. Et le Maroc a organisé sa dernière CAN, c'était en 88. Et là encore, c'était pas une CAN destinée au Maroc, c'était la Zambie qui devait organiser cette CAN. Et il y a également l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte. Donc ce sont 3 pays qui sont pressentis pour l'organisation de cette CAN. Donc le comité d'organisation va se retrouver pour statuer et déterminer le pays qui va abriter cette CAN. Merci Koché Ngoulou pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes du service sport de Télécoco. Bien évidemment. Voilà, et dans la suite du journal, parlons santé, lancement à Pointe-Noire de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital général Adolphe Cissé, une œuvre de la fondation Kalissa Ikama et la société Terrascom. L'oncologie, Zita, n'est autre que la cancérologie ou carcinologie, une discipline médicale qui étudie et traite le cancer. Le cancer est devenu un enjeu majeur de santé publique à l'échelle planétaire. On enregistre en moyenne 160 000 cas par an chez les enfants, dont la plupart sont issus des pays en développement. Cette unité médicale, dans de la fondation Kalissa Ikama, du nom de cette jeune Congolaise qui a succombé d'un cancer à l'âge de 13 ans, et de la société Terrascom, vous l'avez dit, contribuera à la prise en charge des cancers de l'enfant qui seront diagnostiqués dans nos hôpitaux. Les précisions avec Naomi Cocotte. C'est dans le souci de résoudre tant soit peu les problèmes récurrents des cancers pédiatriques à Pointe-Noire et ses environs que la fondation Kalissa Ikama et la société Terrascom ont doté le ministère de la Santé et de la Population à travers l'hôpital général Adolphe Cissé d'une unité d'oncologie pédiatrique. Au Congo, selon les données du registre des cancers, on note 8% des cancers pédiatriques. À l'hôpital général Adolphe Cissé, cette année 2018, nous avons déjà notifié 18 cas de cancer pédiatrique sur les 180 malades de cancer enregistrés. On peut dire qu'il y a problème. Au regard de ces données très expressives, il s'impose que nous travaillons tous dans le renforcement de l'éducation du public en matière de lutte contre les cancers, dans le dessein de réduire la morbidité et la mortalité du... La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, tout en dévoilant la politique gouvernementale en matière de santé, a remercié la fondation Kalissa Ikama pour sa précieuse contribution qui est celle de la prise en charge des cancers pédiatriques au Congo. Cet acte constitue la preuve de l'importance des relations très fructueuses qui existent entre l'État et les différents partenaires qui, particulièrement en matière de santé, ne ménagent aucun effort à accompagner nos hôpitaux dans la résolution des problèmes qui se posent dans la prise en charge de nos malades. Pour terminer, le chef du département de la santé et de la population a procédé à la remise des kits médicaux, un don de Madame Antoinette Sassou-Nguesso, marraine de la lutte contre le cancer. En éducation, le Congo renforce sa coopération avec l'Algérie et le Maroc en matière de formation qualifiante. C'est dans ce contexte que le ministre Nicéphore Thomas-Antoine Fila Sainte-Eude de l'enseignement technique a échangé tour à tour avec Benatou Mohamed, ambassadeur d'Algérie au Congo, et Abdelatif Sedafi, chargé d'affaires du Maroc au Congo. Reportage signé Serge Bruno Mienat. Benatou Mohamed, ambassadeur d'Algérie au Congo, a été le premier à franchir les portes du bureau du ministre de l'enseignement technique et professionnel, Nicéphore Thomas-Antoine Fila Sainte-Eude. Entre les deux personnalités, il était question de réfléchir autour des possibilités de renforcer la trame de la formation qualifiante des jeunes Congolais à travers la coopération Congo-Algérie. Nous avons trouvé beaucoup de points communs entre un petit peu les défis ici au Congo et ceux en Algérie. Parce que désormais, que ce soit pour l'État, pour l'économie d'une manière générale ou pour nos jeunes bacheliers, il n'y a pas que l'enseignement supérieur qui est rentable et qui peut permettre d'obtenir un emploi et donner l'occasion à ces jeunes de participer à la construction du pays d'une manière générale. Puis est arrivé Abdelatif Sedafi, chargé d'affaires du Maroc au Congo. Le point du niveau d'exécution de la convention signée en avril dernier à Brazzaville entre le Congo et le Maroc dans le secteur de la formation qualifiante a été au menu des discussions.
Nous avons insisté sur la nécessité d'adapter ce profil de formation au marché de l'emploi. Et j'ai appris, effectivement, c'est une très bonne nouvelle, la deuxième promotion de Congolais qui vont partir pour la formation au Maroc. Monsieur le ministre des Finances a déjà validé leur formation au Maroc. Ça sera une autre promotion qui va renforcer également les élèves congolais qui poursuivent leur formation au Maroc. Pour le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, l'Algérie et le Maroc comptent parmi les partenaires clés pour la formation qualifiante des jeunes Congolais et leur insertion professionnelle. Dans le registre transport, les responsables du port autonome de Pointe-Noire viennent de recevoir officiellement la déclaration de conformité à la certification ISO 9001 version 2015 catégorie accueil des navires. Le certificat ISO 9001 est une norme internationale et généraliste qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Il n'y a pas plus sérieux, c'est la norme de référence au niveau mondial. Le certificat de conformité du port autonome de Pointe-Noire à ISO 9001 a été remis aux responsables du dit port par le directeur régional du bureau Veritas Afrique centrale. Un reportage Norbert Iloki Ambia. En franchissant les seuils des 650 000 conteneurs équivalent 20 pieds en 2015, le port autonome de Pointe-Noire avait prôné aux yeux de la communauté internationale qu'il était une grande destination maritime grâce au coup d'accélérateur apporté par le groupe Bolloré qui gère le terminal à conteneurs. En lui octroyant au mois d'août 2018 la déclaration de conformité à la certification internationale ISO 9001 version 2015, catégorie accueil des navires, le bureau Veritas confirme à la fois la qualité du management de l'équipe dirigeante du port autonome de Pointe-Noire et en sens par là les partenariats publics-privés à l'origine de ces performances. La certification, c'est la satisfaction des clients, mais tous les clients externes comme les clients internes. Ça, je pense que vous l'avez bien compris et vous l'avez bien intégré. C'est la base de la certification. Et on sera tous d'accord que des fois, quand on travaille simplement, on fait notre travail, on fait ce qu'on nous demande, on remplit notre papier sans penser que peut-être ça va avoir une application sur ce à quoi ça peut servir, ce à quoi ça peut améliorer les prestations de la société pour laquelle on travaille en vue d'améliorer la satisfaction des clients. Félicitations du chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a eu donc la primeur ce matin pendant que nous étions au conseil d'administration. C'est à lui que nous avions remis ce certificat et il m'a chargé de traduire ses salutations et ses félicitations à l'ensemble des travailleurs. Unique port en eau profonde dans la sous-région, le port autonome de Pointe-Noire est considéré comme la porte océane du bassin du Congo. Par lui transitent des marchandises à destination d'un hinterland vaste de 16 millions de kilomètres carrés et peuplé de plus de 100 millions d'habitants. La remise en service de la turbine GT1 de la Société Centrale Électrique du Congo, prévue initialement pour le 5 décembre prochain, aura finalement lieu le 15 décembre 2018. C'est ce que l'on retient des explications fournies par Max Balenda, directeur technique de cette société, qui était hier l'invité du journal de 20h. Je vous propose de le suivre. Nous avons sérieusement analysé la situation et nous avons pris à bras le corps le traitement de ces deux contraintes qui se présentaient à nous. Pourquoi? Parce que nous avions à cœur de fournir une turbine qui puisse fonctionner jusqu'à sa prochaine révision générale, qui se fera, à en croire nos prévisions, en 2021. C'est le traitement de ces deux questions qui impacte sur le planning. La remise en service de la turbine GT1, initialement prévue pour le 5, le sera d'ici le 15 décembre. Nous regrettons pour le désagrément causé par l'immobilisation de cette turbine pour une maintenance combien vitale, importante est nécessaire pour la survie, la préservation et la pérennisation de notre outil de travail.
Cap à présent sur Dolisie dans le département du Niari où un réseau de trafiquants de bois a été démantelé par les agents du ministère de l'économie forestière. Les faits se déroulent jeudi 29 novembre, jeudi dernier. 2 wagons de planches non certifiées en provenance de Monsenjo ont été saisis à la gare ferroviaire de Dolisie. Récit, Jock Mbungu. Pendant que le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux entre la République du Congo et l'Union européenne a statué sur la préparation du déploiement national du système informatique de vérification de la légalité, certains individus aux projets obscurs posent des actes répréhensibles. C'est donc le cas de ces 2 wagons du CFCO contenant des planches non signifiées saisies par les services compétents de l'économie forestière auprès des trafiquants du bois. Ce bois qui a été intercepté à la gare de Dolisie provenait de Mosenjo, soit 30 mètres cubes. Le directeur départemental de l'économie forestière relate les faits. Nous avons d'abord procédé au contrôle, demander la documentation liée au transport. Ici, il s'agit du transport. Nous avons le décret 2002-437 qui stipule à son article 122 que tout transport par voie ferroviaire, par voie fluviale, au niveau du chef de gare, il doit d'abord demander la documentation du transport, notamment les feuilles de route, en 3 exemplaires. C'est ce que dit l'article 122. Mais ici, à ce niveau, nous sommes butés à un obstacle. Les agents de section ne veulent pas céder et nous sommes vus obligés de recourir au parquet. Ce bois qui a été saisi sera soit vendu aux enchères, selon les procédures indiquées par les textes en vigueur, soit distribué aux écoles de formation et au ministère des Affaires sociales. Les commerçants de Pointe-Noire se sont retrouvés en assemblée générale. Et cela a permis de lever l'équivoque sur quelques zones d'ombre entre les syndicats des commerçants et le ministère du Commerce. Le tout dans ce reportage de Télé Pointe-Noire. 2 temps forts ont marqué cette assemblée générale extraordinaire du syndicat des commerçants du Congo à Pointe-Noire après ce mot d'ouverture du président de son bureau exécutif. D'abord, le bilan d'activité exercice 2018 dressé par son secrétaire général, Ngoï Abdul Malik, qui a eu des mots justes pour parler des efforts consentis par cette organisation au cours de cette année 2018. Nous avons eu vraiment de très bons débats. Nous avons abouti à des conclusions qui a abouti à la signature par le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, de la note circulaire numéro 0162, dans laquelle le ministre d'État reprécise certaines incompréhensions qu'il y a eu dans la compréhension de la circulaire 0011 et la circulaire 0046. Ensuite, le compte rendu des accords avec le ministère en charge du commerce sur la mauvaise interprétation des circulaires et notes de service a été fait par le président du dit syndicat Ulrich Dordain Ongania. Nous avons demandé à nos commerçants dorénavant de recevoir les agents du commerce qui venaient dans leur boutique pour les contrôles, puisque nous avons eu à nous entendre sur les modalités de la procédure du contrôle, comment cela devait s'effectuer. Nous avons expliqué ça en long et en large, qu'il y avait 3 groupes de contrôleurs qui devaient passer. Il y avait les contrôleurs, suivis des vérificateurs et des recouvreurs. Enfin, l'occasion a permis au président Ulrich Dordain Ongania d'exhorter les commerçants de s'acquitter de leurs engagements vis-à-vis de l'administration publique. Pour ceux qui ont les moyens, payez vos infractions pour que cet argent au moins serve pour la bonne cause. Rendez-vous est donc pris pour la 4e du genre en 2019. Restons dans la capitale économique pour dire qu'après 4 ans d'exécution, le projet Partage est arrivé à son terme. Un projet cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour accompagner les artisans dans la création et la gestion des entreprises. L'heure était donc à l'évaluation et à la remise de diplômes. Au Congo, Zita, le marché du travail est largement dominé par le secteur informel qui représente 78% de l'emploi. Le projet Partage est issu du partenariat entre
entre le GRET, qui intervient depuis 2002 au Congo, et le JAC, un réseau créé en 1996, regroupant 21 organisations professionnelles et fédérant plus de 1000 entreprises artisanales à Pointe-Noire. Vitch Zabé. L'objectif affiché par le conférencier était de faire le point sur la consolidation des acquis du projet Partag, un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement dont le but était d'accompagner et d'assister financièrement le groupement interprofessionnel des artisans du Congo dans le renforcement des capacités des artisans à travers plusieurs formations dans les différents métiers de l'artisanat. Après les échanges, Roger Caliste Aïou a exhorté les uns et les autres à pérenniser l'œuvre amorcée depuis 2015 pour la survie du groupement interprofessionnel des artisans du Congo. Les partenaires accompagnent juste pour que le changement se révèle. Donc c'est dit aux acteurs, aux membres du JAC, que les acquis ne sont pas toujours définitifs. Les maîtres artisans ont été récompensés du fait de leur contribution au processus de certification des apprenants du Centre d'alphabétisation et de documentation des artisans. Aussi, des diplômes ont été remis aux 18 lauréats de la 3e promotion du Centre d'alphabétisation et de documentation des artisans. Clôturant les travaux, le directeur départemental de l'Agence nationale de l'artisanat a invité les participants à fédérer leurs énergies autour du JAC. L'artisanat, c'est le premier employeur du Congo. Ne vous sous-estimez pas. Chacun de vous, là où il est dans son atelier, gère une micro-entreprise, sinon une entreprise artisanale. Pour la gouverne, le projet Partag accompagne le groupement interprofessionnel des artisans du Congo depuis 2015. Et son rôle est donc d'appuyer le secteur de l'artisanat congolais. À Brazzaville, l'Assemblée générale extraordinaire du MEC, un mouvement des élèves et étudiants du Congo, hier samedi, le calumet de la paix a été fumé par les membres de ce mouvement. Les participants à cette Assemblée générale ont décidé de la tenue des élections dès janvier 2019 pour le renouvellement du bureau exécutif national du MEC. Reportage signé France Duclerc Pandengui. Après plusieurs mois du désaccord sanctionné par une torpeur, le mouvement des élèves et étudiants du Congo remet les pendules à l'heure au profit de ses membres qui hier, se regardant en chien de faïence, sont désormais réunifiés par le lien sacré de la réconciliation. Nous avons lavé le linge sale en famille, l'harmonie est revenue entre les membres, l'esprit de fraternité continue à prévaloir. Cependant, nous voulons barrer la route à toute personne physique ou morale qui souhaiterait porter une entrave aux démarches qui ont été solidement emmenées avec l'ensemble des membres du mouvement des élèves et étudiants du Congo. Ainsi, le MEC se ferait un chemin du renouveau dont les bases ont été jetées à la faveur de cette Assemblée générale extraordinaire. Je suis astreint à accompagner cette initiative de sorte que nous puissions arriver à un conseil apaisé. Et j'ai le devoir de conduire les activités de la structure jusqu'à la tenue du Conseil national. À l'issue de ces travaux, un comité de 5 membres chapeauté par Athanase Jaurès Musungu a été mis en place pour préparer les prochaines élections du bureau exécutif national du MEC prévues pour le 19 janvier 2019. Et puis aussi, le projet du statut particulier des enseignants a été adopté le 26 novembre dernier en Conseil des ministres. Suite à cette décision, les syndicalistes du secteur de l'enseignement se réjouissent et sollicitent la poursuite des négociations avec le gouvernement. Jean Bataladio. Pas de triomphalisme, mais sur toutes les lèvres des félicitations au gouvernement après l'adoption du statut particulier des enseignants. Une longue lutte qui remonte à 2012. Les dirigeants et responsables syndicaux du secteur de l'enseignement félicitent le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre Clément Mwamba et son gouvernement pour l'intérêt qu'ils accordent à la condition enseignante et leur engagement manifeste pour la promotion d'une éducation de qualité en République du Congo. Le statut particulier des enseignants vise à améliorer les conditions de vie et du travail des agents de l'enseignement. Mais les syndicats de l'enseignement demandent la poursuite des négociations, notamment le recrutement d'autres catégories d'enseignants. Les dirigeants et responsables syndicaux du secteur de l'enseignement demandent au gouvernement de la République
de poursuivre les négociations sur les autres revendications non résolues, le recrutement à la fonction publique des finalistes, bénévoles et prestataires de l'enseignement dans les conditions requises répondant aux normes et droits du travail, la tenue des commissions d'avancement paritaire, CAP, et la publication des textes y relatifs. Aujourd'hui, tous les regards des enseignants restent rivés sur le gouvernement. Les communicateurs traditionnels que sont les griots, les zanzis, les touérés et autres conteurs ont toujours une grande influence sur les populations, une légitimité populaire dans les sociétés africaines. C'est fort de ce constat que le Fonds des Nations Unies pour la population a mis en place un réseau régional des communicateurs traditionnels. En mettant en place un réseau régional des communicateurs traditionnels, le Fonds des Nations Unies pour la population a aussi créé un prix spécial du Fonds des Nations Unies pour la population pour le dividende démographique. Premier lauréat de ce prix est Eladj Mansour Mbaye, grand communicateur traditionnel du Sénégal, couronné lors d'une grande cérémonie au Grand Théâtre de Dakar. Reportage signé Borja Samba. Le Grand Théâtre National de Dakar a fait salle comble le mardi 27 novembre pour honorer, au-delà d'un homme, la profession de communicateur traditionnel qui constitue un maillon important de la transformation sociale dans des zones dominées par la tradition de l'oralité. Eladj Mansour Mbaye est au Sénégal et en Afrique de l'Ouest tout un symbole d'après les témoignages. À l'annonce de son nom, difficile de contenir la salle. La première édition du prix du bureau régional de l'NFP a jeté son dévolu sur un homme, primus inter pares, c'est-à-dire premier parmi ses pairs. J'ai nommé Eladj Mansour Mbaye. Ce prix de reconnaissance attribué à l'un des leurs galvanise davantage les culturels dans le combat pour l'élimination des résistances socio-culturelles et religieuses au programme de planification familiale. Le succès des initiatives de communication traditionnelle dans la commune de Fass à Dakar a fait l'objet d'un film projeté dans la salle du Grand Théâtre. La culture est la base du comportement humain et de l'évolution de l'individu dans la communauté, a déclaré le ministre sénégalais de la Culture. Un avis partagé par Fortuné Bateza, artiste congolais. Il fallait trouver quelque chose sur le thème de l'imitation de naissance pour ne pas qu'on ait une jeunesse sans confiance qui entraîne des passions avec effervescence, qui vous entraînent des natalités sans prudence, qui entraînent des natalités sans intermittence, et ça c'est un risque pour la société justement, puisqu'on a dit que mon peuple périt faute de connaissance, la jeunesse périt faute de bon sens, les adolescents périssent avec par manque de conscience. Les femmes périssent à la naissance de leurs enfants alors qu'elles ne veulent pas mourir, et ça on doit arriver à ces objectifs. Zéro mortalité des mères à l'accouchement. À travers ce prix, le Fonds des Nations Unies pour la population a voulu faire du modèle d'engagement de Eladj Mansour Mbaye une source de motivation face à un combat qui n'est pas gagné d'avance. Autre volet de l'actualité après Genève, Brazzaville, le tour est revenu à la diaspora de France de lever la voix contre le livre de M. Dominique Nkunku, le génocide de Lari au Congo. Invité par le club France Libre Propos, Asie Dominique de Marseille, journaliste à la télévision nationale congolaise, argument à l'appui, a démantelé les allégations fallacieuses débitées dans cet ouvrage. Le point avec Modeste Andaya. Paris, ville lumière, ville de la gnosiologie, des débats, de facto de l'intelligentsia, vient de lancer le débat sur l'ouvrage de M. Nkunku, le génocide de Lari au Congo. Depuis sa parution, conférences, débats et autres formes de discussion se multiplient. Verbe bien aiguisé, parfois tranchant, Asie Dominique de Marseille, journaliste connu et habitué à la confrontation, a tenu à exposer son argumentation sur ce qu'il appelle lui-même le non-livre, sur cette tricherie et cette forme de malhonnêteté intellectuelle sur la place de Paris. Donc quels hommes du poule on a massacré autant de personnes alignées et la population assiste avec une photo à l'appui. Dès lors que la photo tombe, elle n'est pas une photo du Congo, ça
ça a enlevé le crédit de l'ouvrage. Parce que je suis journaliste, je ne suis pas politique. La forme tue le fond. Et j'ai commencé à donner la crédibilité de M. Nkunku parce que l'image de couverture est un mensonge. Est-ce qu'un Nkunku, en parlant du génocide, en prenant les images du Ghana, en mettant sur le Congo, Nkunku est conscient qu'il a triché? Même si le sieur Nkunku a été l'absent des lieux, les voix ici se lèvent et s'indignent de son document. Dire que les crimes économiques participent de une logique génocidaire, on en viendrait à relativiser le terme génocide, et il me semble que cela n'est pas un service à rendre, là où il y a effectivement d'autres logiques génocidaires qui pourraient se mettre en place à l'avenir dans d'autres espaces géographiques. Monsieur Nkunku a développé une doctrine, mais la doctrine n'est pas source du droit. Lorsque le juge tranche, il ne s'appuie pas sur la doctrine, il s'appuie sur la loi. Or, la loi ne définit pas le génocide comme le pense monsieur Dominique Nkunku. Ce que je retiens, c'est que la couverture à elle-même démontre déjà quelques insuffisances sur, on va dire, l'esprit. Hein, l'esprit même de la thématique, quoi. Pour le club France Libre Propos, le débat va se poursuivre. Le 2 décembre 1949, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains. Et depuis, chaque 2 décembre est célébrée la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Objectif, sensibiliser l'opinion sur les violations des libertés individuelles, en particulier le trafic des enfants et des femmes. Reportage de Carmen Lukombo. L'abolition de l'esclavage à travers le monde a donné lieu à une journée entière de commémoration. Une occasion qui permet aux uns et aux autres de donner de la voix. L'exploitation des Blancs qui venaient en Afrique prendre des Noirs, les emmener par force en Europe pour aller faire les travaux champêtres. Et après des années, c'est Victor Schœlcher qui avait aboli l'esclavage. Et actuellement, il y a plusieurs formes d'esclavage aussi. En Afrique, par exemple, il y a des parents qui envoient les enfants faire des petits besognes pour subvenir aux besoins de la famille. Autant nous sommes là, l'esclavage continue toujours. Dans le temps passé, l'esclavage était pour acheter les hommes et pour les donner les travaux forcés. Mais maintenant, ce n'est plus le travail forcé. Les gens ne vivent pas bien, surtout en Afrique. Il n'y a pas de boulot. Les jeunes se forcent d'eux-mêmes, de leur propre force, pour lutter contre leur vie. Des hommes et des femmes ont été déportés de leur lieu de naissance pour aller construire la richesse des autres. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement se limiter à ce problème de l'abolition des droits de l'homme. La conséquence immédiate aujourd'hui, c'est la lutte contre le colonialisme. C'est aujourd'hui les nouveaux droits que les hommes doivent acquérir pour être constamment libres. Pour les experts en la matière, la sensibilisation à la lutte contre l'esclavage et le renforcement des procédures pénales relatives à ces crimes doivent toujours être de mise pour éradiquer l'esclavage sous toutes ses formes à travers le monde. Le commandant de la région de gendarmerie de la Cuvette Ouest a pris ses fonctions le vendredi dernier. Le colonel Habib Bernardin Thierry Notte a été intronisé par le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul-Victor Moigny, lors d'une cérémonie organisée place de la République en présence des autorités politico-administratives et militaires du département de la Cuvette Ouest. Carmen Lukombo. Fine pluie sur Evo ce vendredi 30 novembre, jour d'intronisation du nouveau commandant de la région des gendarmeries de la Cuvette Ouest. La cérémonie est réglée conformément aux traditions militaires. Le général de brigade Paul-Victor Moigny est venu installer dans ses nouvelles fonctions le colonel Habib Thierry Notte, précédemment directeur du domaine et des travaux au commandement de la gendarmerie nationale. Moment solennel de la cérémonie, la transmission du drapeau, symbole du commandement. Officiers, gradés et gendarmes de la région de gendarmerie de la Cuvette Ouest, à compter de ce jour, vous reconnaîtrez comme commandant de la région de gendarmerie de la Cuvette Ouest et comme votre chef, le colonel Habib Thierry Notte, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour l'intérêt du service.
dans l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois de la République et pour le succès de la gendarmerie nationale, conformément à la Constitution. Le colonel Habib Thierry Note n'est pas à sa première expérience à la tête d'une région de gendarmerie. Ce diplômé d'école militaire interarmée de Minsk en Biélorussie a été entre 2014 et 2017 commandant de la région de gendarmerie du Pôle. Le département de la Cuvette Ouest en général est un département où la situation de sécurité est relativement calme. Je crois que les priorités, ça sera veiller à ce que la sécurité et la paix perdue dans ce département. Le nouveau commandement de la région de gendarmerie de la Cuvette Ouest est aussi officier d'enseignement supérieur interarmé. Célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le département de la Cuvette Ouest n'est pas resté en marge. Le temps fort de cette célébration avec grâce à Vanina Dianga. À Évaux, dans le département de la Cuvette Ouest, la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo a commencé par la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national sur l'esplanade de la préfecture en présence des corps constitués nationaux. L'occasion a donné lieu à une causerie débat présidée par le préfet du département de la Cuvette Ouest, Édouard Denis Okuya. Au cours de ce débat, l'historique de la République du Congo a été faite. Une république qui a vu le jour le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire, à travers la délibération numéro 112/58 de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo. Édouard Denis Okuya a par ailleurs exhorté les citoyens de son département au patriotisme et à la lutte contre les antivaleurs, car le Congo est un et indivisible. Avant cet échange, Édouard Denis Okuya a fait un don des produits pharmaceutiques à l'hôpital de base d'Évaux. Enfin, une messe d'action de grâce a été dite pour le 60e anniversaire de la proclamation de la République en la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney. Autrefois, le métier de barreur ou capitaine de bateau au Congo était l'apanage des hommes. Aujourd'hui, force est de constater que ce métier fait de plus en plus l'objet de convoitises de la part des femmes. On parle alors de barreuse Zita. Oui, Rossile, et après Léonie Oko, cette première femme capitaine de bateau de l'ex-ATC, on assiste à l'émergence des femmes barreuses dans la navigation intérieure. Voici donc le portrait d'une femme barreuse ou pilote de bateau sur l'axe Oyo-Liranga dans ce dossier de Alexis de la Rivière. Célestine alias Célé, c'est son nom. Elle est une femme barreuse, c'est-à-dire pilote de bateau sur la ligne Oyo-Liranga en République du Congo. Célé a un parcours atypique. La quarantaine révolue, Célé est née et grandie dans les pirogues motorisées. C'est d'ailleurs ce qui justifie sa passion pour les métiers de la navigation fluviale. Depuis le bas âge, Célé se fait initier par son père à conduire des pirogues motorisées. Chemin faisant, fasciné par le rêve de devenir capitaine de bateau, Célé se fait remarquer dans le milieu des navigants comme barreur autodidacte. Ces derniers lui cèdent de temps en temps les commandes du bateau. Au regard de ses qualités de pilotage sans pareil, Célé sera employée dans les établissements petits et à quartier comme barreuse sous l'encadrement des titulaires. Sylvestre est mon employeur et celui qui est à mes côtés, c'est mon maître. Dans ce métier, j'ai déjà 11 ans d'expérience. Je peux même conduire d'ici jusqu'à Ifondo. Cette fois-ci, ce n'est plus des pirogues motorisées qu'elle pilote, mais plutôt des bateaux de fortune propulsés par des moteurs made in China, appelés en jargon des navigants Daka Daka à cause de leur rythme de grandissement. À la question de savoir pourquoi a-t-elle choisi un métier qui apparemment est réservé aux hommes, Célé trouve des arguments pour se défendre. Il y a des femmes qui conduisent des voitures, même ici à Oyo, il y a des femmes qui font le taxi-moto. Et pourquoi ne dois-je pas piloter les Daka-Daka? Je connais aussi piloter les vrais bateaux. L'unique femme faisant partie de l'équipage du bateau, Célé rivalise d'ardeur au milieu des hommes. La nuit, pendant que tous dorment, je pilote sans difficulté. Mais mon chef m'apprécie parce que je conduis bien et je n'échoue jamais dans la forêt.
Habitué à piloter des convois de pirogues motorisées où la navigation à vue est de mise, scellé aux commandes de bateaux, éprouve encore des insuffisances dans la lecture des signaux de navigation. Avec l'aide de mon encadreur, je parviens à lire les signaux de navigation. Il ne me reste plus qu'à avoir un cahier pour tout écrire. Bareuse autodidacte, Célestine alias Célé n'a qu'un seul rêve, celui de devenir capitaine de bateau comme Léonie Oko, cette première femme capitaine de bateau formée à l'école de navigation de l'ex-ATC, aujourd'hui admise à la retraite. Seulement, Célé ignore qu'il existe une école régionale de formation à la navigation intérieure basée à Kinshasa en RDC. Le 28 novembre 2018, le président de la République a procédé à la décoration d'un échantillon de Congolais qui ont excellé chacun dans son domaine. Et c'était à l'occasion de la célébration de la journée de la République. Et au nombre de ces Congolais Zita figure le footballeur Bemba Tostao, champion d'Afrique en 1972 au Cameroun avec les Diables Rouges. Tostao, un Yaoundé 72, vieille gloire du football congolais, portrait signé Serge Bruno Minata. Baramboula Mbemba Jonas Tostao Yatao, c'est lui, le chouchou des Diables Noirs. Ce footballeur talentueux a défendu avec brio l'équipe nationale. Champion d'Afrique en 1972, meilleur ailier droit de l'Afrique à son époque, Tostao a fait le malheur des défenseurs et gardiens de but adverses, tant au niveau national qu'international. Mais l'action comme par le chef de l'État le 28 novembre dernier, en qualité de commandeur dans l'ordre de mérite sportif, Tostao, qui nous a reçus à bras ouverts chez lui, édifie sur sa carrière. J'ai commencé à jouer à Poto-Poto, je suis moi à Poto-Poto, et à cette époque-là, j'ai supporté patronage. Donc après la pelote, j'étais gardien de but, je l'ai dit. Et après j'ai évolué. Bon, quand maman est partie au village, moi je suis resté avec l'oncle ici. Ça ne tenait pas et j'ai suivi maman au village. Et quand j'arrive au village, je fais mon nom, j'ai formé une équipe que j'ai appelée Real Santos. Real Santos, bon, j'ai regroupé les enfants de mon village et puis j'ai commencé à jouer et ça a intéressé tout le monde. Et comme mon père est de Mindouli, donc j'étais à cheval entre Matumbo et Mindouli. À Mindouli, j'arrive là-bas aussi, j'ai formé l'équipe, j'avais donné le nom de 11 canailles. 11 canailles, j'ai joué et vraiment ça... Dieu, c'était un don de Dieu. Et je joue là-bas à une équipe Vessem. Vessem, c'est gros ballon. Hein? Donc j'arrive là, j'ai joué aussi. C'est là où j'ai trouvé l'ancien footballeur de Diable Noir. Il était gardien de but, M. Mayama Vignal. Donc Mayama Vignal me prend. J'ai joué 10 maintenant. Après, j'étais gardien de but. Après, j'ai laissé le but. Je suis maintenant devenu milieu de terrain. Et M. Mayama avait vu que non, avec la vitesse que tu as et tout ce que tu fais, tu peux être un bon ailier. Il dit, il m'a forcé et j'ai maintenant joué à l'aile droite. Et à partir de là, vraiment, j'étais excellent. L'ancien footballeur congolais qui tient actuellement une académie de football avec des moyens de bord se dit comblé par sa décoration par le président de la République. J'étais déjà presque dans les oubliettes. Mais aujourd'hui, le président Sassou a fait que je suis encore vraiment devenu plus fort que même pendant que je jouais parce que je suis commandeur. Et ça veut dire beaucoup de choses.
à ces jeunes-là, ceux qui jouent dans les toits, les diables noirs et tout ça, venez jouer pour la nation. Mais venez pas jouer pour l'argent seulement, mais il faut d'abord défendre la nation, et puis la nation va penser. Moi, quand je jouais, pour ne pas dire nous, parce que moi, quand je jouais, c'était comme ça. Quand je sortais du vestiaire, et quand je fixe mon public, je dis, tout ce monde-là qui sont venus, c'est pour moi. Non. Ils peuvent pas repartir comme ça sans voilà déçu ou quoi. Et c'est comme en équipe nationale, c'est quand l'hymne sonnait, j'étais là, donc j'étais concentré parce que je disais que le drapeau, on ne joue pas l'hymne à n'importe qui. Tostao a écrit son histoire en lettres d'or, aux nouvelles générations de suivre l'exemple. Azita, l'âge ne semble pas avoir eu d'effet sur Tostao qui a aujourd'hui 70 ans. En tout cas, Rossile. L'on se souviendra toujours de ces dribbles envoûtantes qui soulevaient à l'époque le stade de la Révolution. Tostao, une fierté congolaise. La revue de presse, bonsoir Serge. Bonsoir aussi. L'arrivée à Brazzaville du premier train marchandises le 28 novembre dernier a suscité pas mal de commentaires. Oui, aussi, le train a encore circulé entre Kimbedi dans le département du Poul et Brazzaville, et ce après 2 ans de fermeture de trafic sur ce tronçon ferroviaire suite aux troubles qui ont secoué le département du Poul. Pour tout dire, Russie, la Zita, la reprise effective du trafic sur le CFCO a été accueillie avec joie, tant par les populations que par les agents du chemin de fer. C'est ce qu'affirment en tout cas les dépêches de Brazzaville qui précisent en outre que ce train marchandise bien chargé et convoyé par une vingtaine de militaires drainant au total 11 citernes de carburant pour approvisionner Brazzaville. Les dépêches de Brazzaville concluent que ce premier train est le résultat de l'accord signé entre le révérend pasteur Toubi et les représentants du gouvernement de Brazzaville en décembre dernier à Kikala. Venons-en à la semaine africaine. Le bi-hebdomadaire catholique affiche à sa une un titre court et direct. CFCO, de nouveau le train a sifflé, écrit-il. La semaine africaine souligne que le fait que ce train ait circulé un 28 novembre, date très symbolique, qui renvoie au vivre ensemble congolais. Au-delà, le journal catholique relève qu'à l'arrivée de ce train, la joie des cheminots était grande, eux qui ont accumulé tant de salaires impayés. Et à propos, et Panza Makita, toujours satirique, soutient que ces cheminots peuvent enfin dire adieu à la galère. D'où, Rossile, Zita, ce titre plein d'humour, je cite, Retour du train, Nzungu Toka, pour les agents du CFCO, entendu, fini la galère pour les cheminots, Zita. Oui Serge, et la célébration de la journée de la République a également fait la une des journaux. Inévitablement, Zita, la République a eu 60 ans le 28 novembre dernier et la cérémonie commémorative sous la haute autorité du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, a fait l'objet de gros plans par les journaux. À ce sujet, les dépêches de Brazzaville titrent « Les Congolais invités à promouvoir la culture du travail ». Ce quotidien est revenu sur les propos du vice-premier ministre, M. Firmin Aïssa, qui a déclaré en substance, je cite, « La République est le creuset de la communauté nationale dont l'âme et l'esprit sont portés par des valeurs transcendantes d'unité, du travail et de progrès. » Fin de citation. Les dépêches de Brazzaville, enfin, étalent quelques photographies des Congolais décorés à cet effet par le chef de l'État dans Mbemba Jonas Tostao, ce footballeur talentueux que nous venons de suivre dans les images. Revenons à la semaine africaine. Ce journal également précise que la journée de la République a été placée sous le signe du travail et surtout du vivre ensemble. Un concept qui devrait davantage se matérialiser dans les faits à travers le renforcement des acquis de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Le bulletin de l'ACI, Agence congolaise de l'information, a aussi martelé sur la valeur travail qui n'est pas possible sans la paix. L'ACI conclut que la République du Congo, qui a célébré ses 60 ans, a véritablement fait preuve de maturité politique ces dernières années, maturité politique ayant abouti entre autres au rétablissement de la paix dans le département du Poul, Russie. Et pour terminer, Serge, le dernier Conseil des ministres a fait l'objet de beaucoup de spéculations de la presse.
Évidemment, Rossil, loin de creuser dans le contenu de ce Conseil des ministres, les journaux ont plutôt relayé les spéculations alimentées par cette réunion tenue 5 jours après celle du 21 novembre. Selon certaines langues, Revel et Panzamakita, le dernier Conseil des ministres préparait un remaniement gouvernemental, plusieurs fois soufflé depuis une année, mais jamais opéré. Au regard de ces pronostics de rue toujours ratés, Selpiment tranche que les Congolais attendront encore ce remaniement dont on ne sait d'où l'on tire l'annonce. Une chose est vraie, dit Selpiment, le remaniement viendra en son temps. Et cela est du ressort du président de la République qui seul manipule l'horloge. Rossil Zita. Merci Serge Bruno Minata pour cette lecture des journaux de la semaine. On vous retrouve dimanche prochain. Voilà, c'est la fin de ce dimanche soir. Un seul titre en rappel, l'ouverture ce dimanche à Brazzaville de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames de handball sous la très haute autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso. Le Congo a battu le Maroc 36-23. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous aussi. Je vous retrouve donc en début de semaine. Brice Abandounou prendra la deuxième partie et le dimanche prochain, Rossil et moi reviendrons sur ce plateau pour vous informer. Merci encore.